Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. J'avais jamais vu, les gars. Je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas. Aujourd'hui, on part en voyage. Et on ne part pas que vous et moi, on part sur le dos de 7 petites créatures qui se proposent d'être notre guide dans une simulation mathématique aux règles très simples, sur une grille en 2D théoriquement infinie, dans un univers dont la simplicité des règles ne laisserait pas une seule seconde le néophyte que vous êtes probablement. Imaginez ce qui s'y déroule. Voilà ce qu'on appelle de la soupe. Certains l'appellent la soupe primordiale, c'est une notion initialement moins quadrillée que ce que vous êtes en train de regarder, puisqu'à la base c'est un concept qui hypothèse la manière dont la vie a pu commencer sur Terre il y a 3 à 4 milliards d'années. C'est une théorie qui présente une sorte de soupe, un environnement riche en composés organiques dont la vie pourrait avoir émergé. C'est une théorie solide, même si on reste ouvert à d'autres hypothèses. L'avantage pour nous, c'est que la soupe primordiale dont on va parler aujourd'hui, on peut la créer chez nous, la voir évoluer sous nos yeux, dans un jeu vieux de plus de 5 ans. En vrai, la vie, il y en a, ils méritent de toucher 100 000 € par mois, c'est bon, je le dis. Quand t'as un cerveau pour me parler de soupe moléculaire, je sais pas quoi, et que t'es capable de modifier des protons avec tu vois, j'ai même pas le vocabulaire pour m'exprimer, tu vois, donc... mais oui, on n'est pas des égaux, les gars, non, il y en a qui méritent de toucher 100 000 par mois. Les mecs qui font des fusées, qui m'envoient dans l'espace, dans les trucs, vous méritez votre salaire. Aux règles très simples que n'importe qui peut faire tourner sur son PC pour s'amuser à jouer avec les paramètres initiaux. Ceci dit, vous n'avez rien besoin de faire, c'est moi qui m'en charge, et même plutôt c'est notre petite créature, qu'on va suivre tout le long de cette vidéo pour découvrir, à ses côtés, le monde dans lequel elle évolue, et si j'imagine bien que vous trouvez pour le moment que le monde en question ne paye pas de mine, je vous assure que ça va loin. D'ailleurs, pour vous aider à suivre si ça devient trop compliqué, vous avez dans la description le lien d'un site qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement. J'y retrace notre petit voyage dans les grandes lignes, avec les règles, les dates, les catégories de configuration, bref, de quoi retomber sur vos pattes en cas de besoin. Et d'ailleurs, ne me remerciez pas, le site est fait maison avec mes petites mains, grâce au partenaire de cette vidéo, Odoo. Odoo, pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, je sens que en fait à la fin de la vidéo, on va avoir le cerveau, on va saigner les fesses, les gars. On est quand même passé d'une vidéo de la salle à une vidéo d'égo. Ça va, ça a été bien amené, hein, il y a eu une petite transition, mais bon. Voyage auquel on va retourner, d'ailleurs. En fait, nous voilà de retour dans notre soupe primordiale. Et vous n'y comprenez rien, et c'est normal, donc on va commencer par la base. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de la vie de Conway, parce que cette version a été mise au point par un mathématicien du nom de John Conway en 1970. Mais pourquoi tous les mathématiciens, ils ont des têtes de mathématiciens? C'est-à-dire que le mathématicien, tu fermes les yeux, tu vois sa tête, tu te dis oui, lui, il est mathématicien. Comment c'est possible? Parce que physiquement, les mathématiciens ressemblent tous à des mathématiciens. Mais pourquoi les mathématiciens ressemblent à des mathématiciens, les gars? Vous êtes posé cette question? Pourquoi la bibliothécaire, je sais que c'est déjà une bibliothécaire. Pourquoi elle a une tête de bibliothécaire? C'est une folie quand même. Moi je ressemble quoi? Je ressemble à quoi, les gars? Je ressemble pas à un mathématicien, c'est fou. La vie fait partie d'une catégorie de jeu assez particulière qu'on appelle le jeu à 0 joueur, c'est-à-dire qu'il se joue tout seul. Ici, plus spécifiquement, on a affaire à ce qu'on appelle un automate cellulaire. Un automate cellulaire, c'est un modèle mathématique composé de cellules qui interagissent entre elles selon des règles précises. On va faire simple et fonctionner avec ce qu'on voit ici pour comprendre. Là, on a une grille, théoriquement infinie, en 2D. Tous les petits carrés que vous voyez formés par la grille, ce sont des cellules qui peuvent être dans 2 états, mortes, en noir, ou vivantes, en blanc. Chaque cellule est entourée par 8 autres cellules, qu'on appelle des voisines. Ok, ça c'est la base. Maintenant, comment est-ce qu'on donne vie à tout ça? Déjà, le jeu fonctionne par génération, une par une. L'état de la génération actuelle, donc ce qu'on voit là, va déterminer l'état de la génération suivante. Et on avance, génération par génération. La grande question, c'est de savoir selon quelles règles on génère chaque génération. L'avantage pour nous, c'est que tout le principe du jeu de la vie de Conway, c'est d'avoir des règles très simples et de voir à quel point les choses peuvent devenir complexes. Et pour le coup, c'est difficile de faire plus simple, puisque le jeu de la vie n'a que 2 règles, qu'on comprend très facilement si on réfléchit aux cellules comme à de vraies populations. La première règle, c'est qu'une cellule morte qui a exactement 3 cellules voisines vivantes devient vivante. La vie, dans les bonnes quantités, crée la vie. La deuxième règle, c'est qu'une cellule vivante qui possède 2 ou 3 voisines vivantes reste vivante. Plus de 3 voisines et la cellule meurt, comme s'il y avait surpopulation. Moins de 2 voisines, la cellule meurt, comme s'il y avait sous-population. On va prendre un exemple pour que... Ouais, donc en gros, il en faut juste 4. Vous assimiliez le concept plus facilement. Voilà 3 cellules vivantes côte à côte. Pour chaque cellule du groupe, on va calculer ce qui va se passer lors de la génération suivante. Ok, pour cette cellule, on regarde ce qu'il y a autour. Dans son entourage direct, elle a 2 voisines vivantes, donc selon cette règle, elle reste vivante. Pour cette cellule, pareil, 2 voisines, donc elle reste vivante, et pour cette cellule aussi.
Donc ces 3 cellules vivantes restent vivantes. Mais qu'est-ce qu'il advient de cette cellule qui est morte? Elle n'a pas seulement 2 voisines vivantes, mais 3. Ce qui veut dire, selon la première règle, qu'elle devient vivante. La vie, en bonne quantité, crée la vie. Bon, on vient de créer quelque chose, c'est pas mal déjà. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de la prochaine génération? Eh bah, comme chaque cellule vivante possède 3 voisines vivantes, toutes les cellules restent vivantes. Ce qui nous donne ce qu'on appelle un bloc, l'une des configurations les plus courantes du jeu de la vie de Conway. Voilà comment le jeu de la vie fonctionne. À chaque génération, le logiciel calcule l'état de chaque cellule présente sur la grille en même temps. Et on avance. La vitesse, c'est moi qui la gère, ça dépendra de nos rencontres. Bref, ce bloc, il appartient à une grande catégorie de configurations qu'on appelle des natures mortes. En gros, ce sont des configurations qui ne bougent pas. On en trouve un paquet, et elle, on l'appelle la ruche, elle, la table miroir, et c'est bien, ça nous fait de jolis dessins, mais c'est pas... Ego, qu'est-ce qui se passe, mon frère, là? Qu'est-ce que t'es en train de me raconter, là? Non Où est-ce plus. que tu m'emmènes, Nous, là? on veut du mouvement. Donc je vous montre. Voilà 3 cellules vivantes côte à côte, et c'est votre premier exercice. Mettez sur pause, je vous laisse réfléchir à ce que ça va donner. Bah, les cellules derrière, là, elles vont... Bah là, les cellules, elles vont briller, il y aura d'autres cellules vivantes. Et là, bah en fait, tous les noirs, les gars, ils vont passer en blanc. Non, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il y a des cellules, elles sont là, ça va faire naître d'autres cellules, qui vont faire naître d'autres cellules, qui vont faire naître d'autres cellules. C'est tout, ça marche comme ça. Ok, on reprend pour chaque cellule. Celle-ci n'a qu'une voisine vivante, donc elle mourra à la prochaine génération. Pareil pour celle-ci, morte. Celle du milieu a 2 voisines En vivantes. fait, le problème, c'est que les règles de base, elles sont déjà trop compliquées. Pourquoi tout à l'heure ça a marché et là ça marche plus? Il a dit il faut 3 cellules. Bah là, il y a les 3 là, on est collés là. Mais comment elles peuvent être déjà là alors qu'elles sont pas censées être là? C'est ça le problème. Là, on a 3 cellules vivantes. Mais à quoi ça sert de créer 2 cellules vivantes alors que les deux, elles ont pas les bonnes conditions pour vivre? Donc elle reste en vie. Maintenant, on peut regarder les cellules mortes autour. Celles 2 voisines vivantes, prochaine génération. Pareil pour celle-ci, morte. Celle du milieu a 2 voisines vivantes, donc elle reste en vie. Maintenant, on peut regarder les cellules mortes autour. Celle-ci n'a que 2 voisines vivantes, donc pas assez pour devenir vivante. Pareil pour ces 3-là. Mais celle-ci a 3 voisines vivantes. Celle-ci aussi, donc elles prennent vie. Ce qui nous donne, à la génération suivante, ceci. Et quand on laisse tourner, voilà notre première forme de vie un peu intéressante, le blinker. Ça bouge, c'est joli, et on peut faire mieux. Le blinker, il appartient à la grande catégorie des oscillateurs. Ce sont des configurations qui se répètent après un certain nombre de générations. Ah, parce que si je suis vivant, je peux créer de la vie. Bah oui, c'est logique en fait. Ah oui, mais t'es con ou quoi? Hein? Ah ouais, je suis vivant, bah, je peux faire des bébés, bah oui. Bah si t'es mort, tu peux pas faire de bébé en fait. Ça, par exemple, c'est le cercle de feu. Comme le blinker, c'est un oscillateur qui fonctionne en 2 générations, Oh, c'est-à-dire putain. qu'il lui faut 2 générations pour revenir à son état initial. Et on peut monter en génération. En 3, on a le pulsar. En 4, on a la roue de Catherine. En 8, le figure 8. En 20, le 145p20. En 37, le Ah, mais Belucci abuse. P37. Bref, ça peut monter très haut, mais parmi les oscillateurs qui nécessitent plus de générations, on trouve des choses dont je voudrais vous parler plus tard, donc on va se garder ça sous le coude. Mais il y a peut-être quelque chose que vous commencez à vous dire, en regardant ces configurations. Comment on passe de la soupe à ça? Sans déconner. Parce que moi, quand je lance une soupe chez moi, j'arrive à pas grand-chose. Et c'est là que le titre de jeu à 0 joueur vous a peut-être induit en erreur. Le jeu de la vie, c'est pas juste un jeu qu'on lance et qu'on regarde. C'est un jeu qu'on explore et avec lequel on est invité à expérimenter. Et ce qui se passe dès 1970, à la création du jeu, c'est qu'on trouve une foule de gens qui cherchent, qui essayent, qui trouvent, qui nomment, qui mettent en commun. Et j'ai été très surpris de me retrouver complètement écrasé par la quantité d'informations qu'on trouve sur le wiki du jeu de la vie. On trouve les explications des concepts, des catégories, on trouve des listes de configurations avec leurs composants, leur fonctionnement, leurs créateurs, qui ont eux-mêmes des pages sur lesquelles sont recensées toutes leurs trouvailles avec toujours des noms très inspirés. Là, c'est le French Kiss. Là, la mini cocotte minute. Là, la machine à laver. On Il sent me présente ça comme si c'était un Pokédex. vraiment que c'est fait maison, quoi. Bref, ces Pokémon 18, le French Kiss. configurations, ce sont des gens qui les ont découvertes. Et ils ont commencé dès la sortie du jeu. Assez ténèbres. Donc John Conway met le principe du jeu de la vie au point, il fait publier ses recherches la même année dans un journal appelé le Scientific American, les gens lisent l'article et ils se disent « Bah c'est passionnant, moi aussi je veux faire ça ». Donc les gens essayent chez eux, le truc c'est qu'en 70 faut se débrouiller parce que l'ordinateur à ce moment-là c'est pas forcément un objet très accessible. Donc les gens se débrouillent, ils commencent à dessiner leur grille, à placer des jetons pour représenter les cellules vivantes et ils font leurs essais. Génération par génération, à la main. Ouais, mais attends, il y a un truc que je comprends pas dans la mesure où... Ah bah voilà, bah, là il y en a un là, qui a fait le jeu de la vie dans le chat là. Hein. Vous avez vu, il a fait le jeu de la vie.
Ah bah il y en a un deuxième là qui met le jeu de la vie là. Ouais, il y en a deux qui ont mis du jeu de la vie là. C'est lent. C'est Putain, ça servait donc à ça en fait, les petits jeux de... facile de faire des efficace. erreurs, mais rien qui n'empêche les passionnés de continuer à se passionner. Et Conway fait partie de ces gens-là. À Cambridge, l'université où il Ça, enseigne, c'est fou, hein. lui, il le faisait déjà, même avant la publication de son papier, évidemment, avec un jeu de Go. C'était compliqué de tout faire tout seul et surtout de garder le fil des plus petites configurations. Donc il a invité un de ses amis, Richard, pour lui servir de blinker watcher. En gros, il avait la charge des blinkers et de toutes les petites configurations périodiques. Donc il cherche. Il tente des configurations. Et puis un jour, Richard dit à Conway, « Tiens, mon blinker marche ?» Sauf que c'est pas un blinker. Richard vient de faire la découverte de la petite créature avec laquelle on va dorénavant voyager, le glider. What? Quand on veut créer un glider, on pose nos cellules vivantes comme ça. En fait, en fonction de la direction qu'on veut lui donner, on peut le tourner verticalement et horizontalement. Moi, je le place comme ça pour qu'il parte. Bah ça peut être notre Attends, mais c'est pas le logo d'Ego ça en plus? deuxième exercice, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous en sentez l'envie, mettez sur pause et devinez où on part. Si vous avez la flemme, restez avec moi. Franchement, il va partir par là. Diagonale, les gars, une diagonale vers la droite. Parce que regarde là. Hein. C'est la partie supérieure. En fait, t'as une cellule qui est active. Mais ces deux cellules, elles sont actives parce que, en fait, il y a la cellule qui est au milieu. Du coup, ça va entraîner un déplacement. Mais du coup, comment ça se fait que celle-là, elle est active? Bah, parce que celle-là, en fait, elle est active grâce à celle-là qui est morte, mais qui est pas forcément morte. Parce qu'en fait, grâce à celui-là, celui-là, revivons la cellule. Putain, vas-y. Eh, c'est du chinois, la vidéo, frère! C'est du chinois! Bon, allez, je vais pas faire durer le suspense, on va démarrer notre glider, direction en haut à droite. Et bah voilà, on a notre J'avais véhicule. raison! On peut En haut à explorer droite. le jeu de la vie, et on a de la route. J'avais dit, hein! Notre première rencontre, c'est un autre vaisseau qu'on appelle le Lightweight Spaceship. Moi je l'appelle le poisson, parce qu'on dirait un poisson. Vous remarquerez que sa structure est très similaire à notre glider, en un peu plus grand et avec 2 blocs de plus à l'arrière. Mais la vraie différence avec notre véhicule à nous, c'est que ce vaisseau emprunte une direction orthogonale, là où le nôtre se déplace en diagonale. Un peu plus loin, on trouve des versions un peu plus grandes du Lightweight Spaceship, le Middleweight Spaceship et le Heavyweight Spaceship, qui requièrent simplement d'allonger la coque du vaisseau. Ces trois configurations, notre glider aussi d'ailleurs, sont ce qu'on appelle des vaisseaux naturels, à savoir qu'ils peuvent être trouvés naturellement dans la soupe sans intervention humaine. Des Mais vaisseaux on va où, là? naturels pour le moment, on en a trouvé 54, qui ont été triés par ordre de fréquence relative, ici la fréquence d'apparition de On tous va les où? vaisseaux qui apparaissent naturellement. Typiquement, le glider, il représente 99,8% des apparitions de vaisseaux naturels. On tombe immédiatement à 15 sur 10 000 pour le Lightweight Spaceship. Cette configuration à peine plus grosse tombe à 2 sur 10 millions. On descend vite dans les Mais milliards, ça lui fait... C'est marrant, Hugo, c'est marrant! puis les billions, bref, disons peu de chances de tomber dessus, et ça reste pour des configurations modestes, et assez ennuyeuses d'ailleurs. Nous on veut plus, et la bonne nouvelle, c'est qu'on approche de quelque chose de nettement plus stimulant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais qu'on ne dirait pas un vaisseau, pourtant c'en est un, qu'on appelle le Corder Ship à 2 moteurs. Le Corder Ship à 2 moteurs, il ne ressemble pas à grand chose, pourtant c'est un vaisseau qui a été voté Pattern of the Year en 2017 sur les forums de Conway Life. Et le Ballon d'Or 2017 et... Pourquoi? Déjà, quand on accélère un peu la simulation, on se rend compte que ce n'est effectivement pas juste un fouillis de cellules, mais bien une entité qui avance. Oh, le banger! Mais je comprends pourquoi c'est le... C'est le bug... Ensuite, il faut bien comprendre pourquoi on parle de Corder Ship à 2 moteurs. Ouais. Dans ce vaisseau, le moteur, c'est ce qu'on appelle un switch engine qui produit une copie de lui-même après 48 générations et qui peut être utilisé pour propulser des vaisseaux. Il faut savoir que le tout premier Corder Ship à avoir été découvert l'a été en 91 et il possède 13 moteurs. La complexité croissante des découvertes de Corder Ship, ça n'a pas été de rajouter des moteurs mais d'en enlever, de réussir à en fabriquer avec moins. Un Corder Ship à 10 moteurs a été trouvé la même année, à 7 moteurs en 93, à 6 en 98, jusqu'à ce qu'on arrive en 2017 avec cette trouvaille donc du Corder Ship à 2 moteurs qui remporte son petit prix. Donc c'est une belle machine qu'on voit là. Mais en la regardant, on a un peu l'impression de voir des nuages de cellules avancer côte à côte, sans trop d'intérêt les uns pour les autres, mais je peux le laisser tourner en fond, et je vous invite à fixer un morceau tout du long, vous verrez qu'en fait tout est connecté. Les pièces du vaisseau interagissent entre elles et influent les unes sur les autres pour faire avancer l'ensemble, et le maintenir dans un état cohérent, quoique très fragile. Je me permets un peu de sabotage, on met sur pause, on retire 7 cellules au hasard,
ça vole tout de suite moins bien. La raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé de cordership à un moteur, c'est que ces moteurs sont très chaotiques. Je vous remets un switch engine tout seul, ça part vraiment dans tous les sens. Donc si on veut en utiliser pour propulser un vaisseau, pour éviter que les débris produits détruisent l'ensemble, on cumule les moteurs pour qu'ils nullifient leurs effets destructeurs. C'est pour ça qu'il est compliqué de trouver de nouvelles configurations de cordership, trouver l'assemblement parfait des switch engines pour faire avancer le vaisseau et garder sa cohérence malgré la nature chaotique des moteurs, c'est pas évident. D'ailleurs, pendant que je filmais ce plan d'assemblement de switch engine, ça a fait ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, les switch engine, Je suis désolé, mais ça ressemblait vraiment à une bête. ça a fait ça. Ça ressemblait vraiment à une C'est pas bête. évident. D'ailleurs, pendant Ah, que c'est je l'école. filmais ce plan d'assemblement de switch engine, ça a fait ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, les switch engine, chaotiques, trouver la bonne configuration, compliqué, Est-ce qu'on peut faire des combats et tout? mais les gens ont réussi et le cordership à 2 moteurs avance. Très lentement. C'est Est-ce que genre très, on peut très lentement. faire péter La vitesse- les autres et tout, genre? Le cordership à 2 moteurs s'écrit comme ça, C sur 12, donc un 12e de C, C représentant la vitesse de la lumière sur le jeu de la vie. Un 12e de Quoi C, c'est vraiment lent. Pour comparer, notre glider, il avance à une vitesse de C sur 4. Donc, on trace, et on s'éloigne. Sauf que, pas vraiment, puisqu'on tombe sur un autre cordership à 2 moteurs, puis un autre. Ok, il se passe quoi là? Bon, En fait, les gars, j'ai l'impression qu'on est dans l'espace, mais avec des petits pixels, quoi. on va avancer, on a du chemin, l'avantage c'est que je peux accélérer. Encore. On va où, là? Ok, voilà, on est arrivé. Voilà une usine à cordership à 2 moteurs. Pour comprendre ce qu'on regarde, il faut qu'on revienne à beaucoup plus simple. John Conway, les tests de configuration sur le jeu de Go, ça lui plaisait mais en modération. Donc après la découverte du glider, il a mis en jeu une somme d'argent que pourraient gagner ceux ou celles qui trouveraient une manière de fabriquer une usine à glider. Pour s'assurer d'avoir quelque chose, il a décidé d'offrir le prix à la première personne qui pourrait créer une configuration capable de générer une population à l'infini. Et donc un petit groupe d'étudiants du MIT se mettent sur le coup et découvrent finalement ceci. Voilà ce qu'on appelle un gun, plus spécifiquement un glider gun, encore plus spécifiquement un Gosper glider gun. Bon, moi j'aime pas les appeler gun, je trouve ça trop violent pour rien. Mais comment ils font ça, les mecs, en fait? Comment ils font pour que les pixels se déplacent? Le papa-maman, mais on va plutôt partir sur géniteur par souci de crédibilité. Je vous laisse regarder ces géniteurs quelques secondes pour que vous compreniez ce qui se passe. Bon, en fait, Ah ouais, attendez, les gars. je vous laisse. Mais what? C'est un délire, là. Wow, mec, c'est là que t'es bien content de... Heureusement qu'il y a des gens pour ça. J'arrive même pas à régler la vitesse de lecture normalement. Mais merci d'exister les gens qui font ça. Bon, en fait, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas grand chose à Chacun est comprendre. bon pour quelque en gros, chose. la rencontre de 2 groupes de cellules différents provoque 2 choses à la fois. La première, c'est qu'un glider naît de la rencontre. La deuxième, c'est que chaque groupe repart dans son coin, tape sur ses blocs et revient pour une nouvelle rencontre. Des géniteurs, on en trouve de toutes sortes, on peut produire beaucoup de choses différentes à des timings différents, et c'est encore une fois l'un des domaines dans lesquels les joueurs m'impressionnent le plus parce qu'ils n'hésitent pas à assembler pour créer plus. Typiquement, avec une abeille et 2 blocs, on peut créer la navette basique, qu'on peut assembler de manière à fabriquer le Gosper Glider Gun, qu'on peut à son tour utiliser pour créer le Period 60 Glider Gun, ou le 5 Dime, un générateur qui prend 150 générations à produire un glider. C'est long, et ça peut paraître inutile, mais moi je vais m'en servir. Pour tout vous dire, le jeu m'a même forcé, moi, à combiner, alors que je me pensais juste spectateur du jeu de la vie. Pour ça, on revient à notre usine à cordership à 2 moteurs. En fait, à la base, c'est pas une usine, c'est un convertisseur. J'ai pas trouvé d'usine complète. Quand j'ai cherché sur le wiki, j'ai trouvé une usine à cordership à 3 moteurs, ou à 6, mais pas à 2. Tout ce que j'ai trouvé, c'est cette machine qui transforme un glider en cordership à 2 moteurs. Mais une fois que le glider est parti, bah c'est fini. Donc on n'a pas d'usine. Attends, mais c'est insane. Parti. Mais les mecs qui mettent en place ça, mais vous êtes trop loin pour nous, les gars. Puis bah c'est fini. Donc on n'a pas d'usine. C'est Ceci ultra dit, chaud. évidemment, il m'a pas resté grand chose à faire. Il m'a suffi de trouver un géniteur à glider, de le placer au bon endroit, et tac. Sauf que ça a cassé l'usine, parce que l'assemblage des gliders à ce point prend du temps, et que la production de gliders du géniteur était trop élevée, donc j'ai cherché des géniteurs qui prenaient plus de temps à accoucher. Typiquement, je pensais que le 5 Dime, que je vous ai présenté avant, qui produit un glider toutes les 150 générations, je pensais qu'il prendrait assez son temps, et que ça fonctionnerait comme ça, mais non, c'est quand même trop lent. Usine cassée, donc je suis juste allé récupérer un géniteur de l'usine à cordership à 3 moteurs, assez lent celui-ci, ce qui nous a donné cette petite usine.
Bon, rien de sorcier donc, hein, mais j'ai quand même dû faire mon bricolage. Et ça m'a laissé le temps de bien comprendre le fonctionnement de l'usine, très simple. Elle fonctionne avec un géniteur, qui laisse partir sa progéniture dans un tuyau, qui amène le glider ici, qui provoque une réaction générant plus de gliders, à leur tour amenés dans des tuyaux, tous les gliders se réunissent ici et forment, lentement, un cordership à 2 moteurs. C'est tout le temps comme ça que les usines fonctionnent. La rencontre de différents groupes de cellules amène à la création d'un ou plusieurs autres groupes de cellules. Et puis on peut toujours partir sur plus gros. Voilà le vegan. Abuse. Eh les gars, on est à la moitié de la vidéo, mais à la fin, il y aura des chantiers. Je pense que tout être humain, il y aura peut-être 0,0001% des gens qui comprendront. Bien. Cette personne, ce sera moi. Ça, c'est le maximum volatility gun. C'est grand. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle un single barrel gun, à savoir qu'il ne produit qu'un seul courant de vaisseau, juste ici, et simplement des gliders. Et c'est toujours super intéressant de se pencher sur ces constructions et de comprendre comment ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que je fais avant de vous en parler, je regarde et je cherche à comprendre. D'ailleurs, je rappelle que je suis loin d'être un expert, moi je suis comme un enfant à la récré qui veut montrer ce qu'il a trouvé à ses copains, et mes copains, c'est vous, donc toute cette vidéo, c'est moi qui viens vers vous pour vous montrer les jolis cailloux que j'ai trouvés dans la cour. What? Et bah du coup, je vous montre. Le maximum volatility gun, il est assez simple à comprendre, mais il m'a quand même surpris. Alors regardez de loin, moi je pensais qu'il y avait une source de glider qui ensuite rebondissait sur ces sortes de bumpers pour ensuite être envoyé dans l'espace, et je me disais, bah c'est fait pour être joli, pour tournicoter dans tous les sens, et c'est très bien comme ça, mais en fait c'est pas vraiment ça. Alors on va faire quoi? On fait quoi avec ça les gars? Déjà, on a des oscillateurs un peu partout, qui sont toutes ces structures qui oscillent en permanence, et effectivement à certains endroits, ces oscillateurs servent de bumper, elles redirigent les gliders qui arrivent sur elles. Ce courant par exemple, il tape là, puis là, et il arrive enfin ici. À cet endroit par contre, il se passe quelque chose de différent. La file de glider qu'on suivait rencontre 2 autres files de gliders qui viennent elles aussi de rebondir sur plusieurs bumpers. Donc on connaît le procédé, des groupes de cellules qui entrent en collision et qui produisent un autre groupe de cellules. Sauf que là, c'est pas tout. On pourrait croire que c'est juste leur collision qui provoque la naissance d'un vaisseau, mais pas du tout. Regardez, si je mets sur pause, que je retire cet oscillateur là, et que je relance, bah la machine elle est cassée. Et quand j'accélère, on n'a plus de flux de production. Donc retour en arrière, ça c'est l'un des oscillateurs qui ne fonctionne pas comme bumper, mais qu'on utilise comme un objet dont la présence à cet endroit influe sur les objets qui passent à côté. Et à cet endroit, ça provoque, en l'occurrence, avec l'arrivée des 3 flux de glider. Mais déjà les mecs, pour vous dire à quel point on est trop à côté de la plaque comparé à ces mecs là. Juste faire ça. La naissance Ça là, ce truc là. Faut un mois genre. D'un vaisseau qui part vers la gauche. Venu par là avec notre nouveau vaisseau, et on assiste à la même chose un peu plus loin, collision de 3 gliders, sans oscillateur cette fois-ci, ce qui donne naissance au même vaisseau en un peu plus petit. Juste après, les vaisseaux passent à côté d'autres oscillateurs, et leur passage provoque la naissance d'autres gliders, qui partent à leur tour rebondir sur des bumpers pour créer d'autres vaisseaux. On arrive, finalement, à l'avant-dernier oscillateur de la file qui a un impact sur le petit vaisseau, qui, à son tour, a un impact sur le grand vaisseau, qui donne naissance à un glider qui, finalement, part entre 2 autres gliders dans le vide. Et le petit vaisseau du haut rencontre un dernier oscillateur qui le transforme en glider et le renvoie dans la chaîne. Non mais c'est une usine de fou. C'est bien foutu, non? Rien ne se perd, tout tourne, on a une jolie usine, moi ça me plaît bien. Et en plus j'aime bien les flux de vaisseaux qui s'entrecroisent sans jamais se frapper, c'est une vraie machine bien huilée. Bon, il y a plein d'autres usines, plus grandes encore, qui produisent encore plus gros, celle-ci est assez intimidante. Abuse. Elle produit des corderships à 6 moteurs, et il faut reconnaître que c'est quelque chose. On a l'impression d'assister aux manœuvres d'une usine spatiale gigantesque, c'est assez génial à regarder, je trouve. Mais du coup, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Dans tous les jeux qu'on fait, ils ont tous un objectif. Là, c'est quoi l'objectif? Comprendre la vie? Et comprendre quoi? Enfin, c'est quoi le rapport avec la vie, là? On met un point blanc, il faut qu'il y ait 2 points blancs à côté, sinon c'est mort. C'est quoi le rapport avec moi? Parce que là, il y en a dans le chat qui vont croire que ce truc-là, en fait, de base, j'étais comme ça. Nous, on continue à avancer. Ça fait peut-être beaucoup d'infos, mais on peut respirer. Notre prochaine rencontre nous le permet. Ça, c'est un Mathusalem. C'est une configuration qui nécessite un grand nombre de générations pour se stabiliser et qui devient beaucoup plus grande que sa configuration initiale à un moment donné de son évolution. Sauf que nous, on est arrivé au tout début, et que ce Mathusalem-ci prend 52 513 générations à se stabiliser. Donc il reste un bout de temps avant d'en voir la fin. Mais ça permet de souffler. Qui sait à quoi ça ressemblera vraiment quand ce sera fini? On s'éloigne déjà, on saura pas. C'est la vie. En fait, la vraie question
Moi j'entends, hein, je comprends les réactions des cellules avec les autres et tout, il n'y a pas de souci. Mais la première, donc moi je veux bien le jeu de la vie, mais la première, là, tu vois, la première tache blanche dans ce truc noir, comment elle a apparu? Comment apparaît le début? Parce que là on clique. Ah, ça c'est pas mal. Je vous présente le Pony Express. C'est ce qu'on appelle un puffer, c'est une configuration qui se déplace comme un vaisseau, mais qui laisse des débris derrière elle. Typiquement, la configuration que j'ai découverte tout à l'heure, je l'ai pas découverte, puisque je la retrouve en pièce du Pony Express, qui peut de son côté nous empêcher de passer, donc il faut juste qu'on se dépêche. Voilà. Donc, je répète, ça Là il a triché là. Il a triché. c'est un puffer qui laisse des débris derrière lui. Et beaucoup de vaisseaux pourraient laisser des débris, mais s'arrangent pour nettoyer derrière eux. Lui par exemple, il laisse une longue ligne de débris derrière lui, mais il a prévu le coup avec un vaisseau balai pour la faire s'effondrer. Lui, il fait pareil avec un jeu de dominos. C'est un peu plus long là. Celui-ci avec de petits missiles. Celui-là, il est vraiment particulier. Les débris sortent à l'arrière, ils sont transformés en glider, remontent par le centre et ils sont éliminés à l'avant grâce à des blinkers qui se replacent au bon endroit à chaque fois. Je l'aime vraiment beaucoup lui. À lui, c'est le Backrake 3. C'est un autre puffer, mais dans une sous-catégorie bien particulière de puffer, le Rake. En gros, il laisse aussi des débris derrière lui, sauf que ces débris sont des vaisseaux. Et derrière, ça commence à devenir imposant. Oh c'est beau. On dirait un voyageur stellaire. Mais ça, c'est rien. Par rapport à ça, je vous présente le Breeder 1. Le premier Breeder jamais découvert. C'est déjà un gros morceau, mais il reste minuscule par rapport à ce qu'il peut devenir, parce que sa croissance est infinie. En fait, c'est même plus que ça. Le Breeder 1 est la première configuration trouvée à présenter ce qu'on appelle une croissance quadratique, qu'on résume de la sorte. Une croissance infinie dont le taux est proportionnel au carré du nombre de périodes écoulées depuis le début de l'observation du phénomène. Je n'accepterai pas cette donnée dans mon cerveau. Non, ça sert à rien de me mettre la définition Wikipédia, ça ne rentrera pas. En gros, ça veut dire que la croissance n'est pas linéaire, elle n'est pas constante, mais qu'elle accélère avec le temps. Et vous vous demandez peut-être comment c'est possible avec le Breeder 1, je vous explique. Cette configuration est un puffer, donc une configuration qui avance comme un vaisseau, mais qui laisse derrière elle des débris. Ceux qui ont bien suivi pourraient peut-être croire que c'est même un Rake, vous vous souvenez, c'est la sous-configuration de puffer qui ne laisse derrière elle pas que de simples débris, mais des vaisseaux. Est-ce que tu peux react? Oh putain, mais comment ce viewer s'est retrouvé sur cette vidéo? C'est bien Il ce faut qu'on partir là, ça va être chaud là. voit ici, non? Des vaisseaux produits par le Breeder 1. Eh ben, pas tout à fait. En fait, le Breeder 1, c'est pas un Rake, c'est bel et bien un puffer. La subtilité, c'est que le Breeder 1 produit en débris des usines. Ces débris, ce sont des usines à gliders, qui restent au même endroit pour toujours en produisant des gliders en boucle. Et ça donne ça. Ça fait mal aux yeux hein. Ah oui d'accord. Ok, on a compris qu'on pouvait faire grand, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, il commence plus petit. On revient à la base. L'un des objectifs de John Conway quand il a mis sur pied ce jeu de la vie, c'était d'avoir un jeu aux règles simples et de voir à quel point les choses pouvaient y devenir complexes. Il y a un truc qui pourrait vraiment satisfaire ce principe de complexité, et que Conway espérait dès le début, c'était de rendre son jeu Turing complet. Donc je vous donne la définition de Turing complet. C'est un principe fondamental en informatique qui fait référence à la capacité d'un système de calcul à simuler n'importe quelle machine de Turing, ce qui voudrait dire, sans trop rentrer dans les détails, qu'il pourrait exécuter tout algorithme ou résoudre n'importe quel problème de calcul, à condition de le décrire formellement et d'avoir assez d'espace et de temps. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec le jeu de la vie? Abuse. Stop. Stop là. Là c'est... Qu'est-ce que tu fais là? C'est une page noire, il faut mettre des pixels. Voilà. Il faut juste cliquer. Et après, il y en a, ils sont partis en steak, ils ont fait des formes de ouf. On passerait vraiment des vaisseaux à un ordinateur.
Eh ben on peut essayer. Déjà, il faudrait qu'on puisse envoyer des signaux, qu'on trouve des substituts à l'électricité. Ça on peut le faire. Avec des géniteurs, on peut envoyer des gliders à intervalles réguliers, ou non. Ensuite, il faudrait pouvoir utiliser ces signaux avec des portes logiques. La porte AND par exemple, qui veut dire et qui est là pour vérifier qu'elle reçoit bien deux courants. Est-ce qu'on pourrait faire ça dans le jeu de la vie? Bah plaçons déjà nos deux courants, A ici, B ici, pas encore activé. Le but ce serait d'avoir une porte qui ne laisserait passer un courant ici que si elle reçoit bien deux signaux. Donc C s'active uniquement si A et B sont activés. Pour faire ça, on utilise un géniteur activé qui envoie un courant X dans ce sens, c'est ce X qui va servir de porte. Maintenant, activons seulement A. Le flux part, mais le courant est coupé par X et il n'arrive pas en C. Donc ça fonctionne pas. Activons seulement B, et pareil, le flux part, coupé par X, donc on n'a rien au bout. Maintenant, si on active A et B en même temps, B va venir couper X et permettre à A de passer, ce qui nous donne effectivement un courant qui arrive en C. On a une porte AND qui ne s'active que quand elle reçoit deux signaux. Ok, c'est pas mal. C'est comme ça que les joueurs se débrouillent pour fabriquer des portes logiques, et sur le même principe, on construit les deux autres portes logiques principales, OR et NOT, utilisées pour construire toutes les autres portes logiques. Ensuite, on utilise des réflecteurs pour former des adaptateurs, qui permettent la conversion et l'ajustement des signaux entre les différentes parties du circuit pour assurer une communication fluide entre elles, ce qui permet de connecter ces portes logiques pour réaliser des opérations plus complexes. On peut s'en servir comme d'additionneur, qui permet la réalisation d'addition de nombres binaires. Ça, c'est un composant essentiel pour construire des entités arithmétiques capables d'effectuer des calculs plus complexes au sein de cet environnement. Et on continue, les joueurs fabriquent ce qu'on appelle un ALU, une Arithmetic et Logic Unit, responsable des opérations arithmétiques et logiques, qui permet de manipuler les données selon des instructions programmées, en l'occurrence des instructions à 8 bits. Maintenant, essentiel, il faut stocker ces informations. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut fabriquer une mémoire dans le jeu de la vie? Évidemment. Voilà une unité de mémoire qui utilise des bascules RS et des portes logiques pour stocker des bits d'informations binaires de manière à maintenir l'état de chaque information jusqu'à ce qu'une instruction opposée soit reçue, mais qui sert aussi à lire et à écrire des instructions avec 3 modules tout à gauche pour lire et décoder des adresses. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il nous faut des instructions. Voilà, un programme avec le décodeur, les instructions, les adresses, les données qu'on peut modifier avec un script Python qui permet de programmer l'ordinateur qu'on est en train de monter, et comment on voit ce qu'on fait, et ben voilà l'écran qui commence à se remplir en fonction des instructions. Sauf que c'est long. Ouah, c'est super long, et mon PC a un peu de mal quand j'accélère. Mais on l'a, notre ordinateur. On l'a, notre Turing complet, avec une grille et 2 règles. Et dites-vous que ça, Conway, il y avait pensé dès la création de son jeu, sauf que ça ne paraissait pas tout à fait évident au début. Ce qui lui avait fait comprendre que la chose devrait normalement être possible, c'était la découverte du glider, dont il imaginait déjà le potentiel de transmission de données. Notre glider à nous approche d'ailleurs de la fin de son petit voyage. Il en aura vu des choses, les natures mortes, les oscillateurs, les vaisseaux, les corderships, les usines, les puffers, les rakes, les breeders, mais je vous assure qu'il n'a jamais vu ce dont il approche. Parce que le jeu de la vie de Conway, ce qui rend le fait qu'il soit Turing complet vraiment intéressant, et ce pourquoi je vous en ai parlé, c'est pas juste pour vous montrer qu'on peut faire des additions à l'intérieur. C'est pour finir de la plus jolie des manières, en vous rappelant qu'être Turing complet, ça veut dire pouvoir faire tourner n'importe quel algorithme. Là, on ne pourrait pas rêver mieux pour finir notre voyage. Mais quoi, il va faire Spoon Kaguya, Tu vas faire quoi? Oh, les usines, mon pote! Ah oui, mais attends, mais il a refait... Mais attends, mais c'est un ouf! Il a refait le jeu de la vie dans un jeu de la vie, avec des plus gros carrés. Il a fait la même chose, mais avec des carrés plus gros. Oh, il y a un moment, il fallait se faire foutre. Hein. C'est bien d'être con, hein, je le dis. Hein. Oh, c'est moins de problèmes, hein, moins de soucis. Hein. Et après, du coup, avec ces autres carrés plus gras et massifs,
Il va refaire un autre jeu de la vie. Mon Dieu. Et moi je vois ça, What? donc je me dis, c'est fou ce qu'on peut faire avec si peu, mais pourquoi se limiter à si peu? Et cette phrase, ça a été le départ d'une nouvelle aventure pour moi, ça a été ma porte d'entrée dans un monde loin de s'arrêter aux frontières du jeu de la vie de Konoe. Déjà parce que des jeux de la vie, il en existe plein, créés par des gens qui ne se sont pas arrêtés à la découverte de configurations dans le jeu de la vie original, mais qui se sont dit, bah c'est passionnant, mais on va changer les règles. High Life, par exemple, reprend la même base en décidant plutôt qu'une cellule peut devenir vivante si elle est entourée d'exactement 6 cellules vivantes. Ça ne paraît rien, mais ça change complètement la dynamique du jeu, avec l'apparition de réplicateurs, des structures qui peuvent se reproduire exactement à une certaine distance d'elles-mêmes. Ouais, en gros, c'est comme quand tu mets des modes dans Minecraft. Hein. Avec un nombre défini de générations. Conway lui-même dira en parlant de ce jeu, il me semble que c'est le jeu que j'aurais dû trouver, puisqu'il est si riche en belles choses. Et on trouve tellement de variantes. Wireworld qui simule le comportement de fil électrique. Langton's End qui fait se déplacer une fourmi sur une grille similaire au jeu de la vie en changeant l'état des cellules sur lesquelles elle passe et en suivant la direction indiquée par la cellule sur laquelle elle tombe. Termites qui reprend le même principe avec plus d'états de couleurs pour les cellules et plus de 2 directions de rotation. Et moi je continue à me laisser porter, à tomber sur toujours plus. Sur Lenia par exemple, c'est une sorte de nouvelle version du jeu de la vie de Konoe. C'est un modèle d'automate cellulaire continu et multi-état. En gros il veut faire plus organique, il laisse tomber cette histoire d'avancer génération par génération, en avançant plutôt dans le temps de manière continue, et qui laisse aussi tomber cette histoire de grille en la remplaçant par un espace continu qui permet aux configurations de cellules de n'avoir pas qu'un état, mort ou vivant, 0 ou 1, mais en permettant l'usage des décimales. Une cellule peut maintenant être 0.23 ou 0.77, ce qui donne naissance à des créatures qui paraissent immédiatement plus organiques, on dirait des vrais petits machins là. Et à la quête de son créateur... Je ne téléchargerai... ça sort quand? GTA 6 dans 1 an. Je ne toucherai pas à ça. Je toucherai pas à ça. Utilisation de l'IA pour qu'elles apprennent à se déplacer de manière plus optimale. Et je continue mon voyage, et je tombe sur tellement d'algorithmes et tellement de modèles qu'il faudra très probablement que je vous en parle dans une deuxième vidéo. Non! Non! Ce qui est certain, c'est que je deviens obsédé par la création de la vie artificielle. Je tombe la tête la première dans ce qu'on appelle l'artificial life, c'est un domaine de recherche qui étudie les systèmes réalisés par l'homme et qui imite des comportements, des processus et des phénomènes de la vie biologique. C'est-à-dire qu'on se penche sur l'exploration des principes fondamentaux de la vie. C'est Agario, mais ouais, c'est un peu Agario quoi. Sur la création des formes de vie artificielles dans des environnements physiques ou virtuels. Mais on explore les applications potentielles de la vie artificielle dans plein de secteurs, comme la robotique, la médecine, ce qui ouvre aussi des questions éthiques et philosophiques sur notre compréhension de la vie et notre rôle en tant que créateur de systèmes vivants. Ce qui est certain, c'est que je deviens accro. Mais en fait, là, les gars, je vais faire une crise existentielle, en fait. Imagine, je suis ça. Oh, la crise de panique que je suis en train de faire, là. Imagine, je suis ça, en fait. Ce petit pixel de merde, en fait. Qui me permet de recréer la vie. Et du coup, tac. Tac. Entrechoc. Fais une Mars. Tac. Entrechoc. Tac. Tac. En fait, on est forcément le pixel de quelque chose, les gars. On a un gros pixel. Comparé à une fourmi. Quel est un petit pixel? Mais ça se trouve, la fourmi, c'est un gros pixel pour une petite cellule. On est tous le pixel de quelque chose. Et que je recherche dans ces simulations toujours plus vraies. Et donc je suis là, sur mon PC, je regarde les petites bestioles de Lenia faire leur vie devant moi, et je me dis, c'est fou quand même, on dirait de vrais petits machins qu'on pourrait observer avec un microscope. Et puis, je m'éloigne un peu de mon écran, et je me rends compte, à ce moment-là, que ce qui me fascine le plus dans la vie artificielle, en fait, c'est la vie. Et je cherche pas à faire le malin, mais je vous le dis honnêtement, comme ça m'est arrivé, l'étude de la vie artificielle m'a fait prendre, ou plutôt reprendre conscience, de la beauté et de la complexité des choses qui nous composent et nous entourent. Ça peut paraître étrange d'avoir besoin de passer par l'étude d'ersatz de vie pour se rendre compte de la beauté de la vie, mais... Mais en fait, les... Ah ouais, non mais what? Putain, mon pote. Ah, j'ai une révélation, là. C'est comme ça. J'avoue, pendant 20 minutes, j'étais en mode, mais où est-ce que tu veux nous emmener? Mais what? Le cerveau humain fonctionne, on s'habitue. Voilà. Il nous faut quelques mois, quelques jours, quelques heures pour prendre les merveilles qui nous entourent pour acquises, pour les considérer comme des banalités. Alors, si on peut changer de filtre, il faut pas hésiter à le faire. Et c'est ce que je vous propose, de m'accompagner dans le super amas du Laniakea, puis dans le groupe local, puis dans la Voie lactée, et enfin dans le système solaire, dans lequel on trouve, réchauffé par une étoile jaune composée à 75% d'hydrogène. Non mais en fait, c'est des vidéos à te font paniquer, frère. C'est des vidéos à te font paniquer. Là, je me retrouve dans une vidéo de balade mentale. Je veux pas savoir ça. Je veux pas savoir que je suis un petit truc. Une petite planète bleue qui, il y a 3 à 4 milliards d'années, a vu naître dans ses océans de petites créatures qu'on aurait pu, si on avait été présent à ce moment-là, observer de la même manière qu'on a observé... En gros, il est en train de me dire que le jeu de la vie, c'est ça qui a créé la Terre. Parce qu'en fait, c'est le même processus. C'est de rien,
tu as un tout. Ça me terrifie en fait. Ça me terrifie de savoir que ça part d'un petit truc. En se demandant ce que de si petites choses pouvaient bien faire, en quoi elles allaient bien pouvoir se transformer, avec assez d'espace et de temps. On aurait pu les approcher comme on approcherait une petite simulation. Avec la même curiosité qu'on a développée pour les petites créatures de Conway, on aurait pu regarder ces petits bouts de vie en nous laissant emporter par les possibilités et en nous demandant ce que ça allait bien pouvoir donner. L'avantage, pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin de se demander. En fait, vous voyez les gars, dans son jeu de pixels, on avait plein de types de pixels différents. La fourmi, c'est un pixel différent. De l'humain, qui a un pixel différent. Mais dans les humains, il y a des variantes d'humains, sont eux-mêmes des pixels différents. Là, dans mon chat, vous êtes tous des pixels différents. L'amas de pixels d'un viewer n'est pas le même amas de pixels et il n'a pas le même fonctionnement que l'autre viewer en fait. Mais il y a un pixel suprême. Il y a un pixel qui domine les autres pixels. Zerma, il a mis une EST en mode cerise sur le gâteau. Non, moi je le dis, hein. Ego, frérot, mon ref, t'inquiète pas pour toi. On sait que t'es intelligent. On sait que, mec, on sait, t'inquiète. Il a eu un petit moment de doute, il voulait montrer aux gens que t'en as dans la camboche, hein. T'en as dans le caisson. On le sait, mon frère, mais là tu nous as fait peur. Tu m'as fait peur. Là t'as prouvé, c'est bon, on le sait. Attends, par contre, je veux voir les commentaires de la vidéo. Je veux voir. 3 millions de vues. Encore une claque GG. Arrête, YouTube. Hein, s'il vous plaît. Vous avez rien compris à la vidéo. Lâchez ça, YouTube. Hein. Le référencement, les algorithmes, les vidéos sur Roblox bizarres, là, hein. Arrêtez, s'il te plaît. Comment un être humain normalement constitué arrive, coup sur coup, à sortir des vidéos longues qui ne m'ennuient pas, me captivent et arrive même à me faire arrêter tout ce que j'étais en train de faire pour finalement me faire contempler la beauté d'une nature que j'ai arrêté de regarder depuis des années. Monsieur, vous êtes un génie. C'est des cellules, c'est mort ou c'est vivant, c'est 0 ou 1. Et pourtant, c'est infiniment plus complexe que ça, c'est vivant. Nous, même, sommes vivants. Donc nous sommes des cellules. Sommes-nous 0 ou 1? Encore une fois, c'est plus complexe. C'est de la conscience et de l'émotion. J'ai eu de l'émotion pendant cette vidéo. J'étais surpris, j'étais étonné, j'étais perdu. J'avais compris. J'étais heureux, j'étais triste. Je n'ai regardé une vidéo, je l'ai vécu autant que ce jeu vit. Merci, Ego. Mais en fait, les gars, si on part du principe qu'avec des pixels, on peut tout créer, pourquoi je ne pourrais pas, comme un Jedi, repousser les gens? En soi, je pourrais le faire. Faut juste que j'attende. Bon, je serai plus là, mais il y a forcément un moment où je pourrais faire ce que je veux, vu que tout se crée. Si je veux envoyer de la foudre avec mes doigts sur quelqu'un, je peux le faire. Il suffit juste de répliquer les propriétés de 0 et de 1 d'un être vivant sur moi. Si je réplique son code de 0 et de 1 et que j'arrive à le faire matcher avec mon code génétique de 0 et de 1, je pourrais le faire. Si demain, je vais avoir le fruit du gomme-gomme, je peux le faire en fait en soi. Il faut juste que je trouve une espèce vivante, c'est plus simple avec une espèce vivante, qui a des propriétés élastiques. Je fusionne, c'est fini. Une combinaison de 0 ou de 1. Ça forme ce que tu veux en fait. Tout se transforme exactement. Je crois que j'ai ouvert les yeux les mecs. Sur la vie. En fait, le seul truc qui est chiant, vous savez c'est quoi? C'est qu'on est capable de réfléchir et qu'on a une conscience. Qu'on est conscient de ça. C'est un problème. En vrai, c'est un problème, hein. Ça fait peur. Alors que si t'es dans le déni, tu vis juste ta vie. T'es là, t'as tes codes de 0, de 1, t'es une biche. Hop, voilà, ton objectif c'est quoi? Bah tu le sais même pas, tu t'en fous. Tu veux juste te répliquer et encore te répliquer avec d'autres pixels qui feront d'autres pixels. Pour au final quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça notre vie, voilà. Moi, je suis là. Mon objectif, c'est quoi?
Bah, c'est d'avoir un enfant. Qui lui-même devra faire un autre enfant. Qui nanani devra faire un autre enfant. Qui nanana. Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose? Non, en fait. Je n'apporte rien. Je n'apporte rien. À quoi je sers à rien, en fait. Je suis juste là pour refaire un enfant. Qui fera un autre enfant. Mais pourquoi je le fais? Voilà, c'est ça le problème de cette putain de vidéo. Pourquoi? Sauf que le problème, c'est qu'en faisant des choses comme ça, on s'est créé des problèmes. La vie de base, c'est un truc simple. C'est un pixel blanc, un pixel noir. Les pixels blancs, ils redonnent des pixels blancs. C'est ça, la vie. Mais pourquoi après, il y a eu des... Pourquoi on est comme ça? Pourquoi maintenant, je suis capable de prendre du recul sur ces choses-là? Qui sont de base des 0 et des 1. Pourquoi? Pourquoi? Et après, nous-mêmes, dans notre propre vie, on va recréer la vie. On va créer des vies artificielles. On va créer ChatGPT. On va créer... Pourquoi? Voilà. Et personne ne peut me répondre. Ça se trouve, la mort, c'est ça, hein. Des 0 et des 1. Des 0 et des 1. Ça se trouve, ça existe même pas. Eh, cette vidéo... Pourquoi j'ai regardé cette vidéo, frère? Ça se trouve, ça existe même pas. Parce que ça se trouve, je n'existe même pas. Y a aucune preuve qu'on existe, les gars. Y a aucune preuve, en fait. C'est vrai. Y a aucune preuve qu'on existe. J'ai aucune preuve que vous existez. J'ai vraiment aucune preuve que vous existez. Les gars, on a aucune preuve que c'est réel ce qui se passe. Là, ça se trouve, tout ça, c'est calculé. Dans ma réalité de 0, de 1 et de pixels, frère. Tout est calculé. Pour me faire croire que c'est réel. Mais ça, c'est pas réel. En fait, le truc qui est terrifiant, les gars, c'est de se dire que on est infiniment petit et qu'on est infiniment rien dans une chose qui, ça se trouve... Je sais pas, les mecs. En fait, ça me rend fou. La meilleure des solutions, c'est de rester dans l'ignorance, en fait. Restons ignorants. On va mettre une vidéo de con. La vie, je vais commenter sa vidéo. À cause de toi, j'ai fait une crise d'angoisse. Voilà. C'est lancé. Mais qu'est-ce qui me dit que mon message est réel? Dans ma réalité, j'ai l'impression que j'ai envoyé un vrai message. Mais en vrai, ce message est un amas de 0 et de 1 qui font qu'on a créé un réseau qui est connecté à un serveur qui lui-même a été créé par une combinaison de 0 et de 1 pour transmettre une information qui est une combinaison de 0 et de 1 dans un organisme qui est rempli d'êtres humains qui envoient des signaux de 0 et de 1.